Bonsoir à tous. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021 que nous souhaitons plus sereine et plus douce que celle qui vient de passer, même si le début n'est pas forcément de bon augure, mais on va finir sur des bons moments, soyons-en sûrs. Donc, la séance du lundi 25 janvier du Conseil municipal de 19h est ouverte. Oui. Je voudrais juste en profiter pour dire un petit mot en réponse à qui bon veut. En cette période difficile, on m'entend ou pas? Parce que je m'entends pas. Oui. En cette période difficile que nous vivons, tant sur le plan sanitaire que social et économique, nous voulons vous souhaiter, ainsi qu'à tous les Févelins, une année 2021 la meilleure possible, qui verra la fin de ce virus qui bouleverse nos vies. Nous devons laisser cela continuer à avancer et garder confiance en l'avenir, et nous souhaitons pouvoir travailler ensemble à la gestion de cette crise sanitaire, mais aussi au projet de demain, qu'il soit culturel, et nous ne citerons ici que le projet du nouveau pôle culturel, sportif, comme la nouvelle piste d'athlétisme, environnementaux, dans le cadre du pacte de transition, que ces projets s'adressent à notre jeunesse ou à nos seniors, à tous les Févelins. Souhaitons-nous à tous de retrouver le plaisir de vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup. Donc la séance est ouverte. À votre lecture, on va désigner un secrétaire de séance qui est aujourd'hui Florent. Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Présente. Daniel Bouiran. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Présent. Johan Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Présent. Éric Desailles. Présent. Roland Vigreux-Andraos. Présent. Dominique Chêne. Présent. Marie-Dominique Bagous. Présent. Claire Parère. Sandra Vesperini. Présent. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Clément. Procuration à Joël Albanès. Florent Fondel présent. Nicole Ferréous. Présent. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanès. Présent. Guillaume Volant. Présent. Nathalie Aubrieux. Présent. Guillaume Cordoba. Procuration à Rodolphe Lemaire. France Lefort. Présent. Christophe Cazard. Présent. Solange Arruta. Présent. Louis Fouan. Procuration à Johan Michelosi. Anne Filippetti. Procuration Marielle Veuillet. Agnès Pélins. Présent. Olivier Vincent-Ducel. Présent. Martine Yobé. Présent. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao. Bernard Targovla. Carole Sciorato. Et Frédéric Solnon. Procuration à Christophe Neuville. Donc, à votre lecture, l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 17 décembre 2020. Je voudrais poser une question. Il y a la vidéo du dernier conseil municipal n'est pas sur le site internet. Peut-être elle a été mise depuis que j'ai regardé. Ah, ce matin à 10h. D'accord. Ok. La question est l'élément avenue. Et en ce qui concerne donc à propos du vote, nous voterons abstention car pour nous il manque encore quelques échanges, en particulier sur le budget. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, les informations du Conseil municipal, donc ce sont les comptes rendus des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil municipal du 16 juillet 2020. Alors, pour l'année 2020, c'est la numéro 2020-103, désignation de maître Olivier Burtès d'Oucède pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. Lubrano Discampa Morte, Michel, devant le tribunal administratif de Marseille, demandant l'annulation de l'arrêté du maire en date du 15 janvier 2020 accordant le permis de construire numéro 013 040 19 L 0041 à M. Hoc Frédéric, permis de construire de 3 maisons individuelles d'un immeuble collectif de 4 logements locatifs sociaux situés chemin de l'Air. La décision numéro 2020-104, encaissement de la somme de 1565,16 €, qui est un premier versement qui a été versé par Cham Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre à l'école primaire Ouvière, survenu le 4 mars 2020.
La numéro 2020-105, le CCAS de la commune de Fuveau a missionné la SASU Chef and the City pour proposer 3 ateliers culinaires spéciaux pâtisserie du bel âge durant le 4e trimestre 2020. Le coût de cette prestation s'élève à 675 €, paiement 70% à la commande et 30% à l'issue des ateliers. Numéro 2020-106, signature de renouvellement de la convention avec le conseil départemental de l'accès au droit pour des consultations juridiques gratuites pour les Fuvelins, moyennement une participation financière de la commune fixée à 1 098,65 €, qui représente 15 permanences à 73,24 € la séance, plus une participation aux frais de fonctionnement du CDAD 13 de 131,84 €, soit une contribution annuelle de 1 230,49 € pour 2021. Numéro 2020-107, c'est la désignation du groupement de sociétés Spi-Batignolles-Malais, ECMB Présence, pour les travaux de création d'une passerelle avenue du 8 mai 45 pour un montant global de 249 205 € hors taxe. Numéro 2020-108, signature de l'avenant numéro 1 au marché public avec la société Colas Midi Méditerranée pour les travaux de réfection des rues Frédéric Mistral et Sainte-Victoire afin de prolonger le délai du marché jusqu'au 19 février 2021, mais sans aucune incidence financière. Numéro 2020-109, encaissement de la somme de 1 188,50 € versée par Cham Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre, avenue Maréchal Leclerc, survenu le 4 décembre 2020. Numéro 2020-110, signature d'un contrat avec la société Berger-Levrault pour la maintenance des progiciels Magnus et Oracle pour un montant annuel de 9 207,04 € hors taxe à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023. Pour l'année 2021, numéro 2021-1, encaissement de la somme de 750 €, remboursement franchise, versé par Cham Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre, école primaire Rouvière, survenue le 4 mars 2020. Signature d'une convention tripartite pour la 2021-2, entre GRDF, la commune de Fuveau et le presbytère de Fuveau pour l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelève en hauteur sur l'église Saint-Michel à Fuveau. GRDF s'engage à verser à la commune et au presbytère de Fuveau une redevance annuelle d'un montant de 50 € hors taxe. Oui, alors, quelques petites précisions sur la 2020-105. Donc, il y a une formulation qui est assez surprenante, c'est le CCAS de la commune de Fuveau. Donc, on se posait la question, est-ce que c'est de la compétence de la commune ou est-ce que c'est de la compétence du CCAS? Pourquoi cette action n'est pas dans le programme d'action du CCAS? C'est dans le programme d'action du CCAS, les ateliers du bel âge. D'accord. Mais pourquoi ça paraît dans le vote de la commune, puisque ça devrait être simplement dans le programme du CCAS? C'est quand même une décision du maire. Le président du CCAS, c'est le maire. D'accord. Et le fait que le CCAS décide de faire ça, il faut que chaque fois ça passe en conseil municipal. Ah, les décisions sont de toute façon actées en conseil municipal, bien entendu. Voilà, c'était une demande de précision. Et la question, il y avait une deuxième question, est-ce qu'il y a eu une consultation sur ces ateliers? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu plusieurs candidats qui ont été consultés C'est le comité technique qui a choisi et c'est un des critères principaux, c'était le fait qu'elle soit fuvelaine. D'accord, ok. Merci. La 2021-02, là aussi c'était pour un éclaircissement. Vous dites signature d'une convention entre GRDF et le presbytère. Qui c'est qui représente le presbytère? C'est le curé de Fuveau? C'est le... Alors, il y a la convention elle est entre GRDF, la commune de Fuveau et le presbytère. Le presbytère, oui, c'est la... Il est représenté par qui? C'est l'affectataire. L'affectataire, c'est-à-dire c'est la... C'est qui? C'était juste pour savoir qui était l'affectataire. Ben, c'est la paroisse. Voilà, c'est monsieur le curé qui représente la paroisse. Le presbytère, enfin la paroisse et qui gère le presbytère. D'accord, donc c'était pour... Vas-y. Ah non, le presbytère c'est une personne morale. Pardon? Alors excusez-moi, mais je ne connais pas le statut
des cléricaux. Sincèrement, je sais pas. Question de compréhension, effectivement. Dans Non, mais il n'y a pas de souci, mais honnêtement, je connais pas le statut juridique du presbytère. Parce qu'effectivement, s'il y a une convention signée entre trois parties, effectivement, chacune des trois parties doit avoir un statut, soit personne morale, soit personne physique. Oui. Et on s'interrogeait parce que pour nous, le presbytère, c'est l'entité, le bâtiment, oui. Qui appartient à la commune. Non. Qui appartient. Le presbytère n'appartient pas à la commune. Le presbytère appartient à... L'église appartient à la commune, le presbytère n'appartient pas à la commune. Donc il appartient à qui? Il appartient à l'association des diocèses. Voilà, c'est au diocèse. D'accord. Donc la convention, elle est signée avec le diocèse ou... Représentée par monsieur le curé. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de la convention? Si vous le souhaitez, c'est une servitude de passage de câble. Hein. Enfin, c'est 50 € à l'année, hors taxe. Non, mais je tenais à vous le préciser. Et, pour aller au clocher et installer quoi que ce soit sur le clocher, il vous faut passer par le presbytère. C'est la raison pour laquelle nous signons une convention. Après... Il n'y a plus de questions ? Alors, on passe au point 1.2, donc qui est le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, qui vous est présenté par Daniel Bouiran. Donc, la présentation, elle parle bien sûr de la compétence métropolitaine, c'est-à-dire le rapport de l'eau et de l'assainissement sur Aix-Marseille Métropole. Et puis il y a quelques petites précisions, quelques petits zooms que j'ai fait là concernant la ville de Fuot. Dans le territoire du pays d'Aix de la métropole d'Aix à Marseille est composé donc de 36 communes, hein, c'est le CT2, et qui est peuplé de 387 889 habitants, soit environ 21% de la population totale de la métropole. Depuis le 1er janvier 2018, la mission du service public de l'eau potable et de l'assainissement est de compétence métropolitaine. C'est la loi MAPAM et notre. La ressource essentielle du territoire métropolitain provient de captage d'eau brute acheminée par les canaux ou les conduites jusqu'aux différentes stations de filtration qui maillent le territoire. En fait, la ressource en eau, c'est essentiellement la Durance et le Verdon qui alimentent toute la région métropolitaine. Quant au traitement des eaux usées, ça c'était la partie eau potable, quant au traitement des eaux usées, le service public de l'assainissement collectif garantit les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents et la préservation des milieux naturels en limitant les rejets polluants. La qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation des différents systèmes d'assainissement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, enfin, ce sont les missions du service public de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire le service public qui gère les fosses septiques, assainissement individuel, et Dieu sait s'il y en a sur le CT2, qui consiste à contrôler le bon fonctionnement des installations privatives d'assainissement non collectif, afin de garantir l'efficacité du traitement des eaux usées. Par parcelle, bien sûr. Donc, ce qui concerne l'eau potable, alors de façon générale, allez-y, l'exploitation du service, toujours au niveau du CT2, c'est un complément du document que vous avez eu, qui, lui, parle de la métropole en totalité. Hein. Donc, au niveau du CT2, l'exploitation du service public de l'eau est assurée par 26 DSP, de délégations de services publics, et 2 régies. La gestion du service public de l'eau potable est déléguée à des sociétés privées qui assurent pour le compte de la collectivité la production, le traitement, la distribution et la qualité de l'eau potable auprès des usagers, ainsi que l'entretien des installations et du patrimoine.
les patrimoines, bien sûr, qui ont été récupérés auprès des communes, puisque les réseaux d'eau potable appartiennent aux communes. C'est eux qui ont fait l'architecture de chaque commune. Aujourd'hui, ils appartiennent à la métropole. Les contrats de DSP avec la Société des eaux de Marseille pour la commune du Fuveau jusqu'au 31/12/2023 en ce qui concerne l'eau potable. Donc au niveau du service public, il y a 371 800, ça je l'ai dit, on a 5, j'arrive pas bien à voir là, 102 000 et quelques abonnés, 22 millions de mètres cubes qui ont été vendus, donc 97 000 compteurs, 51 unités de traitement, c'est ça? Ensuite, on a un rendement de 85% du réseau, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été acheté en eau et traité, c'est-à-dire ce qui a été vendu, et l'écart qu'il y a entre les deux, ce sont des fuites ou alors du vol d'eau. Ça arrive à travers les bornes d'incendie. Et en fait, quand il y a des trucs comme ça, ce sont les communes qui payent. Donc aujourd'hui, c'est la métropole qui paye. Ceux qui viennent faire le plein pour leur usage personnel aux bornes d'incendie. Et 1968 km de canalisation de distribution. Voilà. Donc je vous laisse dire la suite. C'est petit, voilà. Donc la production, 25 millions de mètres cubes qui ont été produits. Volume distribué 32 millions, c'est pas possible ça. Non, mais je sais, mais 25 millions de production. Volume mis en distribution 32 000. Et volume consommé 27 millions. Ouais, si tu veux, je vais aller en face. Voilà. Non, mais je vais en face, c'est bon. Voilà, volume consommé autorisé, donc 27 millions et des poussières. Volume comptabilisé 26 millions. Ensuite, au niveau des importations d'eau traitée, il y en a eu 7 millions. D'importations d'eau exportation, il y en a eu 748 000 mètres cubes. Les pertes, donc, elles s'élèvent, c'est ce qui nous intéresse quand même, à 4 millions, pratiquement 5 millions de mètres cubes, qui sont en fait la différence entre l'eau qui a été achetée et l'eau qui a été vendue, en fait. Donc le petit graphique qui montre entre 2017, 2018 et 2019 le rendement du réseau, donc c'est bien qu'il soit en progression de 83% en 2017, 2018 on est à 83,47 et on est passé à 85,18 en 2019. Donc la production volume issu des ouvrages de production du service, qui a été introduit dans le réseau de distribution. Volume mis en distribution, c'est la somme du volume produit et du volume acheté. Ensuite, vous avez l'importation, c'est les volumes achetés en gros, qui peuvent être achetés à des installations hors métropolitaine. Volume d'eau potable en provenance du service extérieur. Exportation aussi, volume vendu en gros à d'autres services que ceux métropolitains. Consommation sans comptage, volume utilisé sans comptage, par exemple, ça peut être aussi les bornes incendie, exactement. Et consommation comptabilisée, volume résultant des relevés des appareils de comptage des abonnés. Et en fait, vous avez le volume de service, volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution. Donc au niveau des recettes, on a un budget de fonctionnement qui s'équilibre. Non, pas du tout, même. Donc 6,9 millions de recettes, avec des dépenses en face de 4,2 millions.
Production de produits financiers, 111 000, c'est pratiquement 120 000, quoi. Charges financières, 266 000. Recettes d'ordre, 0. Dépenses d'ordre, 183 182. Et en fait, et puis pour l'investissement, nous avons donc des recettes d'équipement, donc subvention de 1 500 000 euros. Des recettes financières de 3 millions et des recettes d'ordre de 180 millions. Au niveau des dépenses d'investissement, 4 millions, pratiquement 4 millions et demi. Dépenses financières, 830 000 et dépenses d'ordre, 0. Dans le résultat net de l'année 2019, donc, il est de 892 251 pour combien on avait demandé tout à l'heure. Donc au niveau de la commune de Fuot, le réseau d'eau potable est filtré principalement à la station de filtration de la Fuchs, qui est envoyé avec des pompages, qui est envoyé dans le bassin le plus haut, là-haut, à la côte 355 d'altitude, qui est un bassin de 1000 m3, qui s'appelle le réservoir de la Galère. Ensuite, qui est distribué par un réseau principal à d'autres bassins. Et on a 2 bassins de 500 m3 à ce qu'on appelle la montagne, la colline de Bellevue, c'est sur le chemin de l'air. Vous avez un autre stockage pour 1000 m3 également, 2 fois 500. Vous avez un autre stockage qui se réalise, lui, au niveau de la barque, qui est un peu plus bas. Et vous avez un dernier stockage qui est sur le plateau d'Auguste-Soulet, à la côte 340, là, qui fait 280 mètres cubes, plus 150. Voilà. Donc le stockage d'eau, en fait, sur la commune de Fuot, vous voyez qu'il n'est pas très important par rapport au nombre d'abonnés. Non, en fait, aujourd'hui, on a pratiquement 14 heures d'avance par rapport à s'il y avait un défaut entre la station de filtration et le bassin principal, puisque tout est en cascade, hein, il y a environ 14 heures d'autonomie. Il faut réparer dans les 14 heures. Voilà. Vous avez l'image du réseau fuelin, donc tout ce qui est en mauve ou bleu, c'est le réseau qui est sur l'étage de la Galère. Tout ce qui est en vert mais centre-ville, c'est l'étage qui est branché sur le réservoir de Bellevue, les 2 réservoirs de Bellevue. Ce qui est en bleu clair là-haut sur la barque, il est sur l'étage du bassin de la barque, c'est-à-dire au-dessus de la gare de la barque. Et enfin, vous avez une bâche qui stocke un petit peu d'eau là, mais qui ensuite est envoyé par une pompe dans les tuyauteries, qui est au niveau de la zone Saint-Charles. Et enfin, et juste dernier, juste un peu avant, et peut-être que vous ne le voyez pas, mais au niveau de l'aire des gens du voyage, il y a aussi une petite station de filtration. Vas-y. Voilà, alors les chiffres pour Fuot. Le terme du contrat de la délégation de service public, eh bien, c'est le 31 décembre 2023. La ressource d'eau brute, c'est uniquement un contrat avec la Société du Canal de Provence pour 40 litres secondes, je crois, au maximum. Le rendement du réseau pour 2019, il est de 85,7. Il est encore meilleur que celui de la métropole. Wow. Ce qui nous fait 4,39 mètres cubes par jour et par kilomètre de fuite. Voilà. Par kilomètre. Longueur du réseau en 2018, 68 000, pratiquement 70 000, enfin 7 km, quoi, 70 km. Longueur des branchements, 13 km et demi. Le nombre de compteurs, c'est 3460, et le nombre de stations de filtration, on vient de les énumérer tout à l'heure, elles sont au nombre de 3. Hein, une à Saint-Charles, une à la station de la Fuchs, et la dernière
à l'ère des gens du voyage officiel. Les travaux de renouvellement des équipements pour les bassins et les stations se sont élevés à 8 186 € en 2019. Voilà. Au niveau des fuites réparées, sur canalisation, il y en a eu 16, sur les branchements 20, le nombre total de fuites 36, concessions nouvelles 74, ça c'est pour l'année 2019. Renouvellement pour vétusté 10, en général ce sont les remplacements des branchements qui sont en plomb quand on les découvre lors de travaux. Remplacement pour autres motifs 17, vieux compteur, voilà. Et dépose, résiliation, il y en a eu une seule. Donc le volume acheté pour FUO est de 758 689 mètres cubes. Les pertes en adduction ou en lavage de 3104 mètres cubes. Le volume distribué, il s'est élevé à 755 585 mètres cubes. Et ensuite, le maximum, c'était le maximum de la distribution, c'est la semaine 26, avec 23 132 mètres cubes qui ont été distribués. Et la semaine où on a distribué le moins d'eau, c'est la semaine 14 pour 10 766 mètres cubes. Le jour maxi estimé, c'est 4 296 mètres cubes. Et les capacités de stockage, vous les voyez, vous voyez déjà de suite la différence, de 1930 mètres cubes. L'autonomie de consommation, 16 heures. Je vous ai dit 14 heures, ça a un petit peu baissé en 2020, vu le nombre d'abonnés supplémentaires. Voilà, sur les 5 ans qui viennent de passer, les courbes sont à peu près toujours les mêmes. La consommation, elle s'élève entre mai et... Elle était très élevée entre, on va dire, avril, mai jusqu'à octobre, avec des pointes sur juillet et août. Voilà. Toutes les années, ça reproduit. Au niveau de l'assainissement, maintenant, il y a des questions sur l'eau potable ? On peut toujours faire mieux. Au-dessus, on va dire que la norme française, au-dessus de 82, c'est très bon, quoi. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Donc c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Mais après, il faudrait avoir des réseaux pratiquement neufs de partout. Ce n'est pas le cas quand même sur FUO et sur la majorité des communes de la métropole. Effectivement, quand on descend en dessous 80, quand on est à 70-75%, il faudrait que ceux qui ont la compétence aujourd'hui de gérer le budget de l'eau potable s'inquiètent des travaux à réaliser dans les communes qui sont à ce pourcentage. Voilà. Nous, le pointage que nous avons à FUO, c'est un manque de stockage. Voilà. Il faudrait un deuxième bassin de 1000 mètres cubes pour alimenter la commune. Parce qu'il y a eu des abonnés supplémentaires. Donc il y a eu un tirage supplémentaire. Donc en fait, le bassin principal, il se remplit vraiment tranquillement et à son niveau le plus élevé en pleine nuit, quoi. Sauf en plein été où des fois on a des arrosages de pelouse sous les pins, par exemple, qui se font la nuit. Et donc ça tire aussi sur le réseau par des compteurs verts, c'est-à-dire des compteurs d'arrosage qui sont sur la distribution d'eau potable. Voilà, donc, oui. Le volume vendu, ça peut être pour une autre collectivité, puisqu'on a des stations de filtration, et ça existe notamment pour
pour les stations d'épuration aussi, où selon la configuration, la topographie des lieux, on peut recevoir des effluents d'autres communes qui ne sont pas dans la métropole, comme on peut aussi avoir des alimentations d'eau qui sortent en périphérie, en dehors des contours de la métropole. Voilà. Ensuite, il y a des eaux qui sont, on va dire, gratuites, puisqu'il y a certaines communes qui ont un forage. Voilà. Donc, il n'y a pas d'achat d'eau à ce compte-là. Donc, l'exploitation du service d'assainissement collectif, donc, au niveau du CT2, là, on revient, il y a 26 délégations de services publics, c'est pareil, et 2 régies. Donc, la commune de Fuveau, en particulier, à partir de 2013, a délégué le service public de collecte des eaux usées ainsi que le fonctionnement de la station d'épuration de la Barque à la Société des eaux de Marseille, à travers de ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public, pour une durée de 6 ans. Quant aux effluents, ils sont traités à la station de Rive-Haute à travers un syndicat regroupant le CIBAM pour la ville le CIBAM et la ville de Fuveau. Le fonctionnement de cet équipement a été confié par DSP à la SEM jusqu'au 31 octobre 2019, puisqu'ensuite c'est la Régie des eaux donc, qui a pris la délégation de la métropole pour la gestion des eaux de collecte et de traitement des eaux usées et des usines au 1er novembre 2019. Donc 340 626, il y a 85 745 abonnés au niveau du CT2, 22 millions de mètres cubes qui ont été facturés, 22 millions et demi, 6 674 tonnes de boue qui ont été évacuées, 36 stations d'épuration qui représentent environ 508 793 équivalents habitants. Un foyer, c'est en général 4 à 5 équivalents habitants. Ensuite, on a 133 postes de relevage et 1502 km de réseau de collecte. L'effet marquant pour le CT2 en 2019 a été la suppression de la station d'épuration de la Barque, remplacée par une station de refoulement dernier cri avec une méthode un petit peu particulière, puisqu'il s'agit de refouler les effluents non pas par des pompes classiques, mais par des bouchons d'air. Et l'avantage de ce système-là, c'est que la conduite reste vide. Elle ne se remplit uniquement quand il y a des bouffées d'air, on va dire, qui poussent les effluents vers la station de Rive-Haute. Mais le reste du temps, elle est vide, ce qui permet de ne pas avoir d'odeur sur il y a beaucoup moins d'odeur sur les regards qu'il peut y avoir le long de la conduite. C'est un système qui est pas mal. Ensuite, cette gestion traite donc à travers la régie des eaux du Pays d'Aix les eaux usées des communes de Fuveau, celles de Gréasque et une partie de la commune de Mimé pour le CIBAM, et enfin la gare de péage de la Barque qui est sur la commune de Châteauneuf-le-Rouge. Fait marquant toujours aussi pour le CT2, la mise en service de la nouvelle station d'épuration de la commune de Rogne le 23 juillet 2019. La gestion des déchets, donc 1600, c'est ça? Je vois pas bien. 6674 tonnes de boue issues des stations d'épuration qui ont été évacuées en 2019. Donc, il s'agit de boue donc produite par les stations d'épuration qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. C'est un secteur qui est très surveillé, ça, de toute façon. Cet indicateur ne prend pas en compte les sous-produits, les boues de curage, les matières de vidange qui transitent par la station sans être traitées par les filtres ou par les fils au ou bout de la station. Ensuite, 100% des boues sont issues des ouvrages d'épuration, sont évacuées dans les filières conformes
et on a 2% donc, qui... en fait, c'est quand il y a des bouchons dans des conduites, des trucs comme ça, hein, qui ne sont pas nécessairement évacués et traités par les stations d'épuration. Ça peut être traité par des filières différentes. Donc au niveau des recettes, fonctionnement, ben, je vous laisse lire. Non? Hein? Le résultat net, par contre, il est de 1 363 321 €, hein, au niveau du Conseil de territoire numéro 2. Bon, ce qu'on peut souligner, c'est quand même l'investissement. Il a été réalisé 6 259 000 et des poussières d'investissement sur le réseau ou les usines qui traitent les effluents de notre pays d'Aix. Donc l'activité du service par type de contrôle au niveau de... Ah non, ça c'est l'assainissement non collectif. Je croyais qu'il y avait la partie FUO de suite. Donc c'est la partie... Tu veux parler du service d'assainissement non collectif, Dominique? Non? J'y vais. Donc le service public d'assainissement non collectif, donc les chiffres clés de l'année 2019. Donc on a 56 000 habitants qui sont desservis, 2300 contrôles effectués en 2019, taux de conformité des installations 94%. Donc c'est vrai que ce service, il est surtout fait pour l'élimination des points noirs. Vous savez que lorsqu'il passe sur le terrain, il classe l'état des installations en fonction de couleur. Donc le point noir, c'est celui qui nécessite une remise à niveau immédiate. Les autres, on laisse un délai à la personne pour réaliser les travaux. Alors ça, ce sont les tarifs de l'eau et de l'assainissement. Donc, on va aller sur FUVO. FUVO, bon, on doit être autour de 3,88. Voilà. Tout confondu, hein, c'est-à-dire l'eau potable, quelqu'un qui est relié à l'eau potable et qui est branché à un collecteur d'assainissement collectif. Hein. Voilà, donc c'est le prix qui était payé, donc c'est les tarifs 2020. Donc c'est le prix qui est payé aujourd'hui avec un assainissement qui a été abaissé lorsqu'on est rentré à la régie des eaux du Pays d'Aix à partir du 1er novembre 2019. On a gagné pratiquement 80 centimes. Donc au niveau Fuvelin, les réseaux d'assainissement, vous voyez que c'est essentiellement la zone urbaine. Hein, donc zone urbaine village, zone urbaine la barque, et puis le secteur de la zone industrielle. Alors par contre, la zone industrielle d'Aurousset, on a un compteur qui comptabilise les mètres cubes qui sont envoyés à la zone, à la station d'épuration d'Aurousset, mais la station d'épuration domestique d'Aurousset, puisque y a une station industrielle et une station domestique. Et donc, on a participé à l'investissement il y a quelques années à cette réalisation sur Rousset, et on est autorisé à 500 équivalents habitants, je crois, pour la zone industrielle et 250 pour la zone touristique. Donc, terme du contrat de la délégation du service public le 31/10/2019. Donc en fait, il s'arrêtait avant, mais ce contrat a été prolongé tacitement jusqu'à ce que la régie des eaux du Pays d'Aix prenne le service en main. Le taux de nettoyage des collecteurs est de 22,1%. L'écurage préventif réalisé en 2019, c'est l'équivalent de 7,5 km, plus les réparations ou les débouchages qui ont été faits pour 475 mètres linéaires. La longueur du réseau en 2019, 35,916 km. Longueur des raccordements, 7468 mètres. Le nombre d'abonnés au service de l'assainissement collectif s'élève à 2338.
dont 93 qui font partie de la loi SRU, c'est-à-dire les logements sociaux. Station de relevage, on en a 11, et la station d'épuration, on en a une seule. Il y en a une qui a été éliminée quand même, puisqu'on en avait deux, dans celle de la barque et celle du village, donc on a supprimé celle de la barque. Voilà. Action en faveur du développement durable, tu veux le faire ça, Dominique? Je continue. La performance énergétique. Donc, les délégataires se sont engagés à réduire les consommations d'énergie sur les principaux ouvrages et leur périmètre. Les évolutions les plus marquantes pour l'année 2019 sont les suivantes. Baisse des consommations électriques pour le fonctionnement des ouvrages d'eau potable, moins 12% à Aiguille et moins 21% à Rognes. Baisse des consommations électriques pour le fonctionnement des ouvrages d'assainissement, moins 9,4% à Aiguille, moins 16 à Jouques, moins 6,5, enfin 6 à Méreil, moins 10 à Vitrolles et moins 3% pour la station d'épuration industrielle d'Aurousset. Actions mises en œuvre. Les actions mises en œuvre par le territoire du Pays d'Aix en faveur du développement durable sont les suivantes. Lutte contre les fuites sur les réseaux d'eau potable, on y revient, Agnès. Amélioration du rendement de plus de 2% entre 2018 et 2019. Mise en place de points de mesure de sectorisation permanente, modélisation hydraulique, campagne de recherche de fuite par méthode acoustique, lutte contre les eaux claires parasites. Dans les eaux, c'est en fait les réseaux pluviales qui sont branchés à l'assainissement. Dans les réseaux d'assainissement, par l'intermédiaire de diagnostic réseau, mise en place en point de mesure de sectorisation permanente, modélisation hydraulique, inspection télévisuelle, fumigation et enquête de terrain. Donc pour la ville de Fuveau, effectivement, cette recherche-là, elle va débuter sur l'année 2021. Hein? Donc au niveau des annexes, les tarifs de l'eau potable. Donc on en arrive à Fuveau, on est à 2,42 pour ce qui est de l'eau. Et pour l'assainissement, nous en sommes à 1,445. Voilà. Merci de votre attention. Nous avons quelques petites questions. Oui, on vous écoute. Alors, d'abord, est-ce que vous pourrez nous transmettre ce document très intéressant, effectivement, ce document de présentation? Est-ce qu'on pourra en avoir transmission? Oui, bien sûr. J'imagine qu'il y a des rapports complets établis par la métropole CT2. Est-ce qu'il est possible également d'en avoir une copie? Oui, c'est tout à fait public. Après, nous, on les reçoit surtout papier, en fait. Hein. On les reçoit... le dernier qu'on a reçu, là, on les reçoit reliés. Hein. On ne les reçoit pas en PDF. Mais en allant sur le site, vous les retrouvez. Ils ont certainement attaché en PDF. Hein. Sur la métropole, il n'y a pas de souci. Hein. C'est public. Hein. Alors éventuellement, bien. Et j'imagine qu'il y a un rapport qui est établi par la Société des eaux de Marseille pour la partie fuvelaine, un rapport annuel également, sur lequel vous avez construit vos données. Ouais, on n'a pas reçu encore de mémoire. Voilà. Donc on n'a pas global, ouais. On l'a pas encore en notre possession. En fait, la SEM l'envoie directement à la métropole pour qu'ils fassent la compilation de l'ensemble des communes. Okay. Dans la note de synthèse, donc en page 1, donc il est bien précisé effectivement que la métropole assure la maîtrise d'ouvrage. En page 5, alors il est précisé que le territoire du Pays d'Aix assure la maîtrise d'ouvrage. C'est la métropole, c'est ça? C'est délégué au Conseil du territoire. C'est délégué au Conseil de territoire. D'accord. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a les doubles rapports. Oui. Ok. Donc, les indicateurs de performance, effectivement, on les a évoqués tout à l'heure. Une petite question, en fait, en termes de projection, puisque, effectivement, vous l'avez évoqué, sur la métropole, aujourd'hui, on a 34 DSP, 3 régies, une SPL.
Et puis c'est à peu près la même chose sur l'assainissement. On voit que pour Fuveau, le contrat de DSP court jusqu'en 2023. Quelles sont les intentions 2023, si j'ai bien noté, 31 décembre 2023. Quelles sont les intentions ou les objectifs? Vas-y, pardon. Oui, excusez-moi. Quelles sont les intentions ou les objectifs de la métropole et du CT2 sur l'avenir? Est-ce qu'il y a un objectif de concentration, de mise en régie à l'échelle du CT2 par exemple? Est-ce qu'il y a à partir de ces différents bilans des objectifs et une stratégie pour l'avenir? Ou est-ce qu'on va continuer à gérer ça par territoire comme c'est le cas aujourd'hui? En fait, au niveau du choix de DSP aux régies, ça fait l'objet d'une procédure très particulière comme un marché public qui dure 1 an. Donc la métropole qui est compétente sur le sujet devra lancer une étude pour l'année 2022. Et c'est au vu de cette étude qui est au cas par cas, puisque une ville peut rester en DSP suivant les installations et suivant les propositions d'un organisme privé, comme elle peut choisir aussi d'aller vers la régie. Mais on peut pas l'impulser avant. Les procédures sont bien claires et établies. Il faut passer comme pour le marché public. Ça s'appelle une procédure de délégation de service public. Et ensuite, c'est là que le choix est fait par les élus. Est-ce qu'au niveau de la métropole, puisque effectivement, si j'ai bien compris, c'est la métropole maintenant qui est maître d'ouvrage, donc c'est elle qui va lancer ces consultations, est-ce qu'il y a aujourd'hui plutôt une intention d'aller vers de la régie, comme le font un certain nombre de grandes métropoles? Je pense à la métropole de Bordeaux, par exemple, sous la mandature et à réintégrer la distribution de l'eau en régie. Il y a un certain nombre d'autres territoires qui font ce même chemin. Est-ce que cela fait l'objet aujourd'hui d'une réflexion à l'échelle de la métropole? Alors avec toute la complexité, effectivement, puisque j'imagine que chaque DSP en cours, toutes les DSP ne se terminent pas forcément à la même date, donc c'est certainement très, très compliqué à mettre en œuvre. Mais est-ce qu'il y a cette attention, cet objectif, ou est-ce que ça a été évoqué dans les instances métropolitaines? Oui, ça a été évoqué, mais bon, il y a la loi, comme je vous disais, on est obligé de passer par la procédure. Ensuite, une fois que toutes les régies, toutes les missions de service public, qui est le service de l'eau potable et de l'assainissement, seront peut-être un jour tous à terme dans une régie, il sera plus facile à la métropole de constituer une régie métropolitaine. Aujourd'hui, au niveau des 2 millions de personnes, et je ne sais plus combien ça représente d'abonnés, pour l'instant, la majorité est en DSP. Et comme vous le disiez, ça arrive pas, les DSP n'arrivent pas à terme tout en même temps. Casser des contrats, c'est quand même problématique. Si on voulait sortir une DSP, à la limite, on aurait pu inciter en 2019 de dire on va vers la régie des eaux du Pays d'Aix pour l'assainissement, mais pourquoi pas aussi regarder pour l'eau potable. Casser un contrat, ça les coûte. Donc il vaut mieux aller à terme et puis faire les études qu'il faut, qui sont normalisées, qui sont bien établies, et à partir de là, le choix il sera toujours économique. Là, pour l'assainissement de Fuveau, c'était la régie des eaux qui nous permettait d'ailleurs de descendre le prix de l'eau, puisqu'on a descendu de pratiquement 88 ou 90 centimes. Donc c'était quand même intéressant pour les abonnés du service. Après, tout ça s'étudie, mais la régie métropolitaine ne peut pas supplanter comme ça du jour au lendemain toutes les DSP qui sont en place. Est-ce que je vous ai répondu? En partie.
je ne sais pas. J'ai une petite question concernant les DSP, et notamment alors celle de FUVO. Est-ce que dans le rapport annuel du délégataire, est-ce que l'on a connaissance de son résultat financier? Oui, ça on peut vous le donner, tout à fait. Pour l'année 2019, on peut vous le donner. Ok, ouais, je suis preneur. C'est de l'ordre de 180 000 euros pour l'eau et 120 000 pour l'assainissement. J'ai une dernière question concernant les installations d'assainissement individuel. Effectivement, vous avez évoqué les contrôles et tout ce qui est mise en conformité. Est-ce que vous pouvez me rappeler les obligations? Effectivement, vous avez identifié deux situations. Les points noirs donc, doivent être corrigés immédiatement. C'est bien ça. Les autres situations non conformes, quel est le délai pour la mise en conformité? Et est-ce qu'il existe aujourd'hui pour les propriétaires des aides publiques pour la mise en conformité de leurs installations? Alors je parle sous le couvert de Dominique, puisque c'est lui qui s'en occupe plus précisément du non-collectif. Mais il y avait des aides effectivement pour aider à refaire les fosses, notamment les points noirs. Mais je ne sais pas si ça a été renouvelé par la métropole, ça n'a pas été renouvelé. Un point que j'ai oublié d'ailleurs, je ne l'avais pas mis dans la présentation, il y a un taux de non-recouvrement qui avoisine les 4% quand même, sur les factures d'eau et d'assainissement. Le délai pour la remise en conformité, vous connaissez? Alors c'est en fonction du classement. Donc il y en a qui sont à 6 mois, d'autres qui sont à 1 an, et puis les derniers c'est 3 ans je crois, non Dominique? Ah, je crois que c'est ça. Merci. On a très bien vu sur la carte. On a très bien vu sur la carte qu'il y avait tout à l'égout qui était concentré en fait sur le village et sur la barre aussi du point village. Est-ce qu'il y a une prévision de l'expansion sur le reste du village? Donc le côté barre. Je vais commencer par la réponse, tu finiras. Alors la difficulté, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous amenez les réseaux d'eau potable et d'assainissement, la loi impose l'ouverture de droit à bâtir. Donc nous ne pouvons pas, et vous comprendrez très bien pourquoi, passer les réseaux sur l'ensemble du village, d'une part parce que c'est très cher, et d'autre part parce que nous ne souhaitons pas donner les droits à bâtir sur tout le village et sur toute la surface du village. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez les réseaux qui sont concentrés sur les centres-villes, qui sont des zones urbaines, et donc qui doivent être approvisionnés en réseau. Il n'y a plus de questions ? Donc, s'il n'y a plus de questions, écoutez, c'était donc des informations du conseil municipal, donc ces deux rapports ne sont pas soumis au vote. Il y avait ensuite le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais à votre demande, puisque M. Solnon est empêché ce soir et n'a pas pu venir, vous nous avez demandé de reporter. Donc, nous sommes tout à fait enclins à la reporter sans aucun problème. Concernant les affaires générales et la modification du règlement intérieur des salles communales, elle sera également reportée au prochain conseil. Donc nous passons au chapitre environnement avec la signature de la charte Sud zéro déchet plastique et engagement dans la mise en œuvre d'actions pour la diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage, dont les co-rapporteurs sont Dominique Chen et Claire Parère.
Bonsoir, j'enlève mon masque. Il s'agit d'une délibération qui est pour nous fondamentale. Il s'agit de s'engager d'une manière citoyenne, mais ça concerne, en dehors de la commune, ça concerne également tous les citoyens, de s'engager donc dans un projet, une action qui est mise en place par la région Sud, qui s'appelle la charte zéro déchet plastique. Je dis bien zéro déchet plastique, parce que zéro plastique, il faudra encore quelques années pour y arriver. Je pense que notre structure de consommation n'est pas prête actuellement. Donc là, c'est zéro déchet plastique. Donc, je vais passer la parole à Claire, qui va commencer la présentation. Moi, je reprendrai au moment du tableau et de nos engagements. Et voilà, je passe la parole à Claire. Donc, notre région encourage les collectivités territoriales à s'engager progressivement et durablement à réduire les déchets plastiques. Pour nous accompagner dans cette démarche, elle a confié à l'ARB, l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité, d'animer cette charte. Donc nous avons rencontré Madame Claire Poulain, qui est chargée de mission zéro déchet plastique à l'ARB. Donc il y a un plan d'action de la commune de la charte signataire. Pourquoi signer la charte? Pour atteindre un objectif de réduction des pollutions plastiques, pour intégrer une communauté de signataires, pour bénéficier d'un accompagnement donc assuré par l'ARB et valoriser notre démarche auprès de nos partenaires. Comment devenir signataire? Donc il y a une délibération d'engagement dans une démarche zéro déchet plastique, signer la charte, désigner des référents, donc un élu et un technicien pour suivre la démarche, et remplir un questionnaire technique pour identifier notre plan d'action. Donc on va vous présenter le questionnaire technique après. Donc cette charte est en 3 volets. Il y a un volet sensibilisation à la réduction des déchets plastiques, un volet prévention, donc mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières plastiques, et un volet gestion et valorisation des déchets plastiques. Donc dans le volet 1, qui va être détaillé ensuite dans le tableau, il s'agit de sensibiliser les différentes parties prenantes du territoire, les élus, les agents, les citoyens, les scolaires, les entreprises, etc., à la réduction des déchets plastiques, à la nécessité de les réduire, et d'organiser ou de participer à des opérations de ramassage des déchets plastiques dans les milieux naturels. Au niveau du volet 2, donc de prévention, adopter une politique d'achat zéro déchet plastique, favorisant les alternatives au plastique et les matières recyclées et recyclables lorsque l'usage du plastique est à privilégier. Supprimer l'utilisation des plastiques à usage unique et privilégier les alternatives réutilisables. Dans le 3e volet, gérer et valoriser les déchets plastiques et les recycler. Donc, premièrement, réaliser un état des lieux des déchets plastiques produits sur notre commune, optimiser le système de tri et de collecte des déchets plastiques, et favoriser la réutilisation et la réparation des objets plastiques usagés. Donc maintenant, nous allons présenter en détail ces 3 volets, ce à quoi nous allons nous engager. Donc toutes les actions en grisé sont obligatoires, vous allez voir dans la suite du tableau, et les autres sont facultatives, et donc il y a un engagement et un bilan qui sera fait au bout de 2 ans de notre engagement. Voilà, je vais vous détailler les engagements. Donc, tous ceux qui sont grisés sont des engagements obligatoires, les autres sont des optionnels, mais enfin, on a quand même répondu.
la slide précédente. Voilà. Le premier des engagements, c'est le pilotage. Donc, c'est la mise en place d'un groupe de travail interne transversal zéro déchet plastique. Donc, cette analyse sera faite par un comité consultatif citoyen qui aura cette mission et qui sera composé de membres élus, de citoyens et des services municipaux. C'est un comité consultatif qui sera créé donc fin février au prochain conseil municipal et qui est dans le cadre de la loi et qui reprendra également les engagements de l'agenda 21 et d'autres engagements au niveau écologique et de la transition vers l'écologie. Donc dans le premier point, donc, c'est sensibiliser la réduction des déchets plastiques. Donc, en obligatoire, on a sensibilisé les élus et les agents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fera d'ici 2 ans, on s'y engage, via une communication interne et un affichage, et à l'occasion de rencontres territoriales sur la thématique avec l'aide du CT2 et de l'ORB. Sensibiliser les citoyens également, on le fera d'ici 2 ans. Diffuser une communication spécifique zéro plastique dans le journal municipal, Facebook, site mairie, panneaux lumineux, qui s'inscrira dans un plan de communication par thématique communale. Sensibiliser les scolaires, on le fait déjà, grâce à une action qui se passe dans les écoles, et on en a bénéficié en 2019, il me semble, ou en 2020. C'est le programme Apprendre pour agir du Pays d'Aix en direction des écoles maternelles et élémentaires. Cette année, je crois qu'il y a Joanne, me contredira, il est où Joanne 6 ou 7 classes qui participent. Ensuite, l'autre point, organiser ou participer à des opérations de ramassage des déchets plastiques dans les milieux naturels. Donc là, la commune, c'est l'association Courrier Fuveau, avec l'aide de la commune et la municipalité, qui tous les ans, au mois de décembre, fait une opération de nettoyage dans la forêt d'un secteur choisi. Et ça regroupe une centaine de bénévoles. En facultatif, sensibiliser les professionnels, mais ça c'est une opération qu'on fait déjà via le dispositif Commerce engagé depuis 2014. Sensibiliser les touristes, et comme vous le voyez, on le fait déjà, c'est grâce à l'Office du tourisme qui est labellisé tourisme durable. Le deuxième grand point, donc la mise en œuvre d'une utilisation raisonnée des matières plastiques. Adopter une politique d'achat zéro plastique. Donc on va le faire d'ici 2 ans en intégrant dans les achats administratifs de la commune une liste d'articles, si vous voulez, qui sont éco-responsables. Et on va également favoriser lors de notre prochaine installation le mobilier bois et le métal, ou bien les plastiques recyclés, si on ne peut pas faire autrement. Ceci pour les aires de jeu et les autres équipements municipaux. En obligatoire, il faut supprimer aussi l'usage unique et promouvoir les alternatives réutilisables. Donc, les machines à café, si vous voulez, en interne, au niveau communal, vont être petit à petit adaptées pour qu'elles ne reçoivent plus de gobelets plastiques. Et on va également favoriser le recyclage des masques à usage unique. Mais là, pour privilégier les masques en tissu, on est encore en attente des décisions des scientifiques, parce qu'on ne sait pas si, pour finir, les masques en tissu artisanaux sont bien conformes. Enfin, on va inciter donc l'usage des bouteilles d'eau à usage unique. Donc on va inciter les agents à utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles d'eau. Et au niveau de la restauration collective, il y a un gros travail qui est en train d'être fait par les services et sous la responsabilité de Johan concernant la suppression des livraisons des repas dans des conditionnements plastiques jetables. Donc trouver une autre solution, c'est à l'étude. On va intégrer
Troisième point, intégrer les zéro déchets plastiques lors des événements et réunions. On met en général, là il n'y en a pas beaucoup de manifestations, mais on utilise beaucoup les éco-gobelets. Et ces éco-gobelets sont également prêtés aux associations quand elles le souhaitent pour leurs événements. Le quatrième point, c'est mettre en œuvre l'éco-conditionnalité des aides financières. C'est une possibilité qui est déjà incluse dans le règlement intérieur d'attribution de subventions aux associations et qu'on va s'attacher à mettre en œuvre prochainement. Voilà. Supprimer donc le plastique à la restauration collective, on en a déjà parlé. On le fera d'ici 2 ans. Encadrer et diminuer l'utilisation des plastiques dans l'espace public. Comme on l'a fait pour le phytosanitaire, on va essayer de voir avec les services techniques et ceux qui sont responsables de l'entretien des jardins, d'utiliser le paillage plutôt que les grandes bâches noires qui déposent sur les plates-bandes. Et là, je me suis planté. Et on va encadrer et diminuer l'utilisation des plastiques dans l'espace public, c'est introduire une clause spécifique interdisant l'utilisation des plastiques à usage unique dans les autorisations d'occupation du domaine public pour les grandes manifestations, fêtes foraines, kermesses, forums des assauts, tournois sportifs, écrivains en Provence. Mais je pense que ça va être l'objet de... On le fera d'ici 2 ans, mais ça peut peut-être être un peu plus long selon les possibilités des associations organisatrices. Supprimer l'utilisation des plastiques dans les espaces verts, voilà, j'y reviens. On va plutôt utiliser le paillage naturel que la protection plastique pour les mauvaises herbes. Comme ça a été fait, c'est une opération qui est réalisable avec les services techniques, comme ça a été fait pour les zéro pesticides depuis 2016. En obligatoire, dans le 3e point, l'objectif recyclage et valorisation. Réaliser un état des lieux des flux plastiques. Donc là, on va se faire aider par l'ARB, parce que c'est un point sur lequel on n'est pas forcément bien outillé. Optimiser le système de collecte et de tri dans la collectivité sur la voirie. Donc ça, c'est un travail qui est en partenariat avec les services de collecte des déchets du CT2. Déjà, c'est un gros travail, et puis en plus, ça correspond à la loi, quoi, hein, la loi donc, que je vous avais évoquée la dernière fois. Favoriser la réutilisation et la réparation des déchets en plastique usagés. Donc, c'est développer des partenariats avec une ou plusieurs ressourceries. La lutte contre les dépôts sauvages, on y est tous confrontés. On a déjà mis en place un arrêté de verbalisation. Et bientôt, on mettra en place également un système de vidéosurveillance. Intégrer la problématique des déchets plastiques dans les démarches territoriales existantes. Donc là, c'est un travail qu'on va faire avec le SABA. Et qui souhaite également intégrer la question du plastique dans la feuille opérationnelle du SAGE. Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Et nous, on va essayer de mettre en place une action concrète, comme par exemple des opérations de nettoyage sur certaines tronçons de l'Arc et de ses affluents. Enfin, diminuer les pollutions plastiques en milieu naturel issues des eaux pluviales. On va le faire d'ici 2 ans, peut-être un peu avant. Et on compte mettre en place une communication incitative. Ici commence la mer. Ce sont des clous qui sont posés près des avaloirs d'eau pluviale et qui sensibilisent les gens à éviter de jeter n'importe quoi dans les caniveaux. Et également, on mettra en place une collecte de mégots vertueuse, si possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, pour ce faire, on reprend la délib. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les termes de la charte d'engagement zéro déchet plastique, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. Vous l'avez vu en première partie de la présentation. De désigner un élu, un agent technique référent zéro déchet plastique,
Il n'y en aura pas un seul d'élu, il y en aura deux, qui sont Madame Parère et moi-même, de remplir le questionnaire charte zéro déchet plastique et de s'engager à mettre en œuvre des actions inscrites pour une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage, c'est ce que je viens de vous présenter, de communiquer sur les actions engagées et les résultats obtenus auprès de l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité et la région, c'est donc l'objet de la charte, et de participer aux ateliers d'information organisés par la région et animés par la LARB, portant sur les thématiques spécifiques liées au plastique et destinés à faire partager les retours d'expérience pour essaimer les pratiques et dupliquer les actions à plus grande échelle sur le territoire régional. Il est clair que plus de communes seront engagées dans cette charte, et mieux seront les effets pour nous tous. Voilà. Madame la maire. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Merci à tous les deux. Oui, Madame Flao. Oui, c'est avec grand plaisir et même enthousiasme que nous voterons cette délibération. Un nombre croissant d'études scientifiques montre qu'il faut s'attaquer à ce sujet, puisqu'on nous dit qu'on avalerait une carte de crédit par semaine dans la chaîne alimentaire. Donc, est-ce qu'on pourra avoir le document que vous nous avez présenté et qui n'était pas dans la délibération? D'autre part, vous dites que vous allez créer une commission. Comment est-ce que vous allez faire appel aux citoyens et est-ce qu'un élu de l'opposition pourra être présent dans cette commission? Et enfin, vous avez dit qu'il y aurait 2 élus, mais nous ne savons pas quelle sera la personne référente dans les services. Concernant les élus référents, je vous les ai donnés, c'est Madame Parère et moi-même. Le technicien municipal qui va s'occuper de suivre le dossier, c'est Madame Lydia Tossi. Concernant la commission consultative que l'on va créer, en effet, il y aura des élus de la majorité, des élus de l'opposition, des citoyens. On est en train d'y réfléchir sérieusement, mais il y aura sans doute des enfants et des jeunes qui seront intégrés dans cette commission, qui devrait comporter un maximum de 15 membres. Actuellement, on y travaille dessus et ça vous sera présenté fin février. Donc, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, le chapitre 4 concerne les finances, avec en premier lieu la subvention exceptionnelle attribuée à l'amicale du personnel de la ville de Fuveau pour l'exercice 2021. Donc, à la demande de ses représentants du personnel, la municipalité a étudié la possibilité d'octroyer aux agents du personnel municipal ayant effectué un certain nombre d'années au service de la collectivité une récompense. Le principe et les modalités ont été validés par le comité technique paritaire. Les récompenses seront versées aux bénéficiaires par l'amicale du personnel. Donc pour 25 ans de service auprès des collectivités, 180 €, 35 ans de service auprès des collectivités, 250 €, et pour les départs à la retraite, 400 €. Ainsi, au titre de l'exercice 2021, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 480 € à l'amicale du personnel de la ville de Fuveau, afin de récompenser un agent pour 25 ans de service, 2 agents pour 35 ans de service et 2 agents pour un départ en retraite. De dire que la dépense sera inscrite à l'article 65-74 du budget de la commune de l'exercice en cours. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point numéro 2 concernant les finances, ce sont les subventions aux associations. Et c'est donc Sandra Vesperini qui a la parole. Le dossier de demande de subvention à compléter par les associations qui souhaitent obtenir un financement de la commune a été revu, ajusté et complété
pour que les services instructeurs et les élus disposent de plus d'éléments d'appréciation sur le contenu des activités exercées par l'association et sur l'objet de leur demande de financement. 5 associations ont à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention et obtenu une subvention 2021. Ces dossiers ont été instruits et font l'objet des propositions de subvention suivantes. Nous avons d'abord l'association des anciens combattants qui font une demande de subvention pour un montant de 500 €, avec comme subvention en nature un local. Nous avons l'association Cantassi qui fait une demande de subvention de 200 € et qui bénéficie elle aussi d'un local. Nous avons l'association Prête-moi ta plume qui fait une demande de subvention de 400 € et une demande de subvention exceptionnelle pour Covid de 100 € avec elle aussi la disposition d'un local. Le tennis club qui fait une demande de subvention de 2000 € et qui ont comme subvention nature les cours de tennis et le club house. Et enfin, le football club de Fuveau qui fait une demande de subvention de 3000 € et qui dispose elle aussi du stade, des vestiaires et d'un local administratif, soit un montant total de subvention de 6100 € et 100 € pour subvention exceptionnelle Covid. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2021 aux associations selon les montants listés ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Y a-t-il des questions ? Une question sur les subventions Covid. Est-ce une demande déclarative ou une demande sur une présentation de documents ? Ce sont les deux, une demande déclarative et sur présentation de documents. Après, généralement, je reçois les personnes concernées, on étudie le dossier ensemble et on transmet, on prend une décision collective. Il n'y a pas d'autres questions ? Donc on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre ? Merci beaucoup. Alors le point 3, c'est les subventions aux associations toujours, mais là c'est pour les coopératives scolaires et c'est Johan qui nous en parle. Bien, alors comme tous les ans, il est soumis à l'Assemblée l'attribution des subventions aux coopératives scolaires. Je vous en rappelle le principe, il s'agit là d'une subvention qui n'est absolument pas obligatoire, c'est un vrai choix de la municipalité. Comme chaque année, cette subvention est attribuée aux classes maternelles et élémentaires. Il s'agit d'une somme par classe de 250 €. Vous avez des tableaux qui détaillent le nombre de classes qui sont présentes sur la commune et dans chaque site. Donc nous avons 13 classes de maternelle, 25 classes en école élémentaire. Je n'ai pas besoin de vous détailler le tableau. Il est aussi précisé dans cette subvention qu'une classe peut avoir une subvention en cas de classe transplantée. Une classe transplantée, c'est les séjours avec nuitée qui sont organisés par les équipes éducatives. Je vous rappelle que nous votons un budget pour l'ensemble de l'année civile, que les écoles, elles, sont en année scolaire, qu'il est fort probable qu'il ne se passe rien comme classe transplantée sur cette année scolaire, mais sans savoir ce qui peut se passer, nous votons ce budget-là, et s'il n'est pas utilisé, c'est pas grave, mais au moins il est prêt à être utilisé pour les classes. Pour les classes transplantées, donc le principe c'est qu'il peut y avoir une subvention supplémentaire de 400 € par classe, avec un plafond du nombre de classes par site, 2 classes pour les écoles élémentaires de la commune et 4 pour Louvière, dans la mesure où cette école dispose du double du nombre de classes par rapport aux autres. La subvention, elle, sera versée à la coopérative uniquement lorsque le séjour sera réalisé. Ça ne se fait pas en amont et il faudra fournir les pièces justificatives. Et ce sont les coopératives qui sont organisatrices et gestionnaires de leur classe découverte.
Donc, nous vous proposerons donc de délibérer sur la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2021 d'un montant de 1 000 € pour l'école maternelle Ouvière, de 1 000 € pour l'école maternelle du 14 juillet, 1 500 € pour l'école de la Barque, 2 000 € pour l'école de la Roque-Martine, 1 250 € pour l'école Arthur Rimbaud et 2 750 € pour l'école élémentaire Ouvière, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. S'il y a des questions. Oui. Par rapport aux autres communes qui font à peu près comme vous vous situez, vous, dans une moyenne sur ces 250 €? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous ne le savez pas? Alors, là, ce n'est pas une réponse que je vais vous faire en tant qu'adjoint au maire. Je vais vous faire une réponse en tant qu'animateur départemental de l'OCCE 13, l'association qui gère les coopératives scolaires sur les Bouches-du-Rhône, dont je suis l'enseignant détaché. Il se trouve que toutes les communes ne font pas une subvention aux coopératives scolaires. Certaines n'en font pas du tout. D'autres mettent à disposition une somme pour des subventions de transport, mais qui ne sont pas forcément figées par classe comme ça, et qui n'atterrissent pas sur le budget de la coopérative, qui peut être une somme d'une caisse des écoles, comme la ville de Marseille. Après, on n'a pas fait de moyenne sur qui donne combien, mais toutes n'ont pas la chance d'avoir une subvention de la mairie. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, c'est l'actualisation des tarifs du cimetière. Et c'est Marie-Dominique Bagous. Compte tenu de la nouvelle base tarifaire proposée par l'entreprise. Compte tenu de la nouvelle base tarifaire proposée par l'entreprise chargée de réaliser les travaux et considérant que la commune ne peut réaliser une plus-value sur les travaux relatifs au cimetière, il convient de modifier la délibération numéro 23 du 27 janvier 2014 et d'appliquer la nouvelle tarification des caveaux comme suit. Tarif des caveaux 3 places 2624,40 €, 6 places 2799 € au lieu de 2761,20 €. Cette tarification prend effet à compter du 1er février 2021. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les tarifs des caveaux tels qu'indiqués ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions sur le cimetière? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, c'est l'occupation du domaine public et donc l'exonération de celui-ci pour l'exercice 2021. Éric, merci. Alors, en raison de la situation sanitaire et économique liée à l'épidémie de la Covid-19 et à la fermeture administrative des commerces, bars et restaurants, il appartient aux communes de décider d'exonérer du paiement de la redevance d'occupation du domaine public pour les commerces impactés qui y sont assujettis. Aussi, il est proposé de reconduire sur l'exercice 2021 l'exonération de ces redevances pour tous les commerces impactés par une fermeture administrative. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'exonérer les commerces fuvelins de la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2021 et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que fermeture administrative, c'est par arrêté préfectoral. Donc, j'ai pas compris la question. Bar, restaurant, tout à fait. Non, ils sont pas tous ouverts. Enfin, de toute façon, l'occupation du domaine public, vous savez, pour ce qui est des tables, c'est les tables, c'est l'emplacement des camions de pizza. Donc ça concerne clairement toutes les personnes qui utilisent ce genre de, enfin, qui ont cette activité professionnelle et donc qui sont fermées à l'heure d'aujourd'hui.
S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on passe à l'urbanisme avec les acquisitions de l'acquisition de parcelles au quartier Les Planes. Daniel, s'il te plaît. Tiens. Donc, il s'agit d'acquérir deux parcelles, les parcelles 40, BA40 et BB101, pour une superficie totale de 56 000, elle est où la superficie? 56 539 mètres carrés. Voilà. Donc, pour un montant de 50 000 euros, après négociation, puisque par rapport aux acquisitions qui ont été faites par le passé, notamment pour l'extension au niveau de la zone qui permet la réalisation d'équipements de loisirs, là, contre le stade. Donc, on a pu acquérir ces parcelles à un prix très intéressant. Ces parcelles jouxtent bien sûr le parcours sportif qui existe aujourd'hui et englobe une bonne partie du chemin des mines. Hein. Voilà. Donc, nous proposons au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle par la commune de Fuveau des parcelles cadastrées BA40 et BB101 pour une superficie totale de 56 539 m², pour une valeur vénale de 50 000 euros, d'autoriser Madame le maire à signer l'acte authentique ainsi que tous les documents nécessaires pour l'acquisition des parcelles citées ci-dessus, que les frais d'établissement et de publicité seront à la charge de la commune, de dispenser le propriétaire de rapporter main levée à l'inscription hypothécaire grevant les parcelles en cours de vente au profit de la commune formée des parcelles cadastrées section BA40 et BB101 pour une contenance totale de 56 539 m². Vous avez le plan cadastral derrière la délibre. Nous sommes bien sûr d'accord pour cette réserve foncière. La question de la forêt est importante puisque les pins d'Alep ont perdu 40 à 50% de leur surface foliaire et les chênes 70%. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de bien vouloir supprimer la partie de votre délibération qui dit pour la réalisation de futurs équipements sportifs. En effet, est-ce qu'il ne faut pas se laisser le temps de la réflexion et peut-être trouver des expérimentations intéressantes qui permettront à la forêt de se régénérer, telles que le fait actuellement, par exemple, la ville d'Aix, avec les expériences de Miyawaki. Donc voilà notre proposition de retirer ce morceau de phrase qui induit une décision et qui insulte l'avenir. Ça ne bouge pas le projet. On a la chance, Madame Flao, qu'à Fuveau, on n'est pas en déficit ni de pins ni de chênes. Ensuite, réaliser un équipement sportif ne veut pas dire couper toute la forêt. On a réalisé pas mal d'équipements sportifs ces dernières années dans les planes et vous aurez remarqué que nous n'avons coupé aucun arbre. Je peux vous l'assurer. Par contre, ça fait une formidable aire de jeu pour tous les enfants, pour les adultes également. Donc, croyez-le bien, on continuera avec nos mêmes valeurs, c'est-à-dire de continuer à préserver l'environnement, mais par contre à permettre à nos enfants de s'épanouir pleinement dans nos forêts également. Quel type d'équipement sportif souhaitez-vous mettre à cet endroit-là? C'est pas du tout prévu pour le moment. Mais on fera comme à notre habitude. Il me semble que vous avez bien vu que tous les équipements sportifs que nous avons faits s'intègrent parfaitement à l'environnement. Et on a fait un groupe de travail pour la piste d'athlétisme notamment. Et M. Pinxon Dussel, qui assiste, peut vous garantir combien nous tenons à ce que tous nos équipements sportifs s'intègrent parfaitement à l'élément de la forêt.
S'il n'y a plus d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Oui. En fait, il y a des arbres qui ont été coupés au niveau entre le cimetière et oui. Voilà, sur cette parcelle, Oui. un peu ailleurs. Il y a un quartier qui va s'élever au Rajol, il y a des arbres qui vont être coupés et qui vont être coupés. La mairie s'est engagée à avoir un enfant né, un arbre planté. Je voulais savoir un peu s'il y avait d'autres arbres qui sont susceptibles d'être coupés, comment la mairie va les replanter, parce que c'est quand même très important avec toute la pollution qu'on a de replanter les arbres, même si on est obligé quand même des perdre, c'est quand même très important. Voilà, je voulais savoir un peu vous y situez. Alors, vous anticipez une question orale que vous nous aviez posée et à laquelle je vous répondrai au prochain conseil municipal. Pour autant, je vais répondre à différentes... parce que là, il y a plusieurs questions dans une seule, mais il n'y a pas de souci. Je vous y réponds volontiers. Concernant le 56E, donc la route qui part du cimetière pour aller vers Aix-en-Provence, il y a effectivement des travaux en cours et la coupe d'arbres qui a été nécessitée par la volonté de faire une voie douce et pour mettre en sécurité que ce soit les cyclistes ou les piétons. C'est un chantier, je vous le précise, qui appartient au département. C'est le département puisque c'est une route départementale, mais à la demande de la commune de Fuveau, le département réalise cette voie douce. Donc bien entendu, et comme tout chantier, cela nécessite de couper quelques arbres que nous replanterons très volontiers plus tard. Voilà, dans un plan que nous vous proposerons parce que c'est important de replanter des arbres là où ils doivent être plantés et pas faire... voilà. On souhaite le faire dans un plan global, dans un schéma global et pas simplement que ce soit juste une comptabilité bête et méchante. Voilà. La deuxième chose, vous parliez des rajoles et alors vous dites qu'il va y avoir un ensemble et vous en aviez parlé pendant la campagne. Je dois vous rappeler qu'une OAP ne veut pas dire que ce sera fait. Ça a été soumis à enquête publique, l'enquête publique est passée. Pour autant, nous souhaitons de toute façon concerter, comme nous le ferons toujours, les habitants de ce quartier et nous allons le faire pour savoir s'ils veulent vraiment cette installation ou pas. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a aucun arbre qui ne sera coupé au rajol. Quand vous dites, et je l'ai vu dans votre petit reportage, que certains arbres sont coupés, c'est souvent qu'ils tombent à cause des tempêtes, malheureusement. Donc vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'on a plusieurs chantiers de réinsertion. On a le chantier de l'ONF également, qui nettoie la forêt et qui permet de débiter plusieurs troncs. Donc tous ceux que vous avez vus être coupés, par exemple dans les planes ou alors au rajol, c'est fait par des professionnels et le bois est ensuite vendu. Voilà. Donc vous savez quand même qu'une forêt, pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit entretenue. Et malheureusement, c'est parfois au prix de la coupe de certains arbres ou au moins de certaines branches. J'entends pas la parole. Pardon ? Je me balade assez souvent dans la forêt des Planes et je trouve qu'ils ont coupé beaucoup d'arbres, notamment sur un lieu bien précis. Il y a plusieurs endroits où il y a des arbres coupés, mais plus particulièrement sur toute une zone où il y a pas mal d'abattage. Ouais. Après, vous avez remarqué qu'il y avait eu plein de micro-coupures ces dernières semaines. On a demandé un diagnostic précis à EDF. Il y a eu des problèmes au niveau des lignes électriques. Donc, ça a nécessité également la coupe de certains arbres et de l'élagage. C'est une société spécialisée qui fait ça pour... voilà. Non, mais je vous le dis. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, je vais répondre, si vous le souhaitez, à la question orale numéro 2 que vous nous avez posée.
Dans le cadre du plan France Relance, la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, a été abondée par le gouvernement pour soutenir des projets d'investissement structurants sur des thématiques prioritaires. L'appel à projet indique « La relance doit prendre vie au sein des territoires et donner naissance à un modèle économique et social plus soutenable, à une société du mieux vivre, plus durable, plus solidaire, plus indépendante, conformément aux aspirations des Français et en adéquation avec la nécessité d'accélérer la transition écologique. » Pour ce faire, le gouvernement a doté d'1 milliard d'euros supplémentaires à la DSIL et a souhaité accompagner les projets des communes et de leurs groupements. Ces fonds bénéficieront en particulier à des projets structurants sur des thématiques prioritaires. Premièrement, les projets intégrant les techniques nouvelles en faveur de la transition écologique, développement des énergies renouvelables, solaire, géothermie, rénovation thermique et construction de bâtiments passifs ou labellisés, mode de transport décarboné, fermes urbaines, etc. Deuxièmement, les territoires favorisant la résilience des territoires, les projets, favorisant la résilience des territoires, exemple maison de santé pluriprofessionnelle fédérée autour d'un projet de santé, travaux portant sur l'amélioration de la qualité de l'eau, mise aux normes de structures favorisant la résilience des territoires, développement vers une agriculture biologique et les circuits courts, etc. Troisièmement, les projets liés à l'entretien du patrimoine historique et culturel, classé ou non classé. Les dossiers devaient être déposés le 31 décembre dernier. La commune de Fuveau a-t-elle déposé un ou plusieurs dossiers? Alors permettez-moi, avant de vous répondre, de vous dire combien je suis déçue. Je suis déçue et ennuyée par votre question. En effet, si vous avez connaissance de cette date, il y a quelque temps, puisque vous me posez la question du 31 décembre, pourquoi ne pas nous avoir interpellés plus tôt? Je pensais que nous devions et nous pouvions travailler ensemble et en toute transparence, mais surtout avec un intérêt commun, celui des Fuvelins. Et je trouve que cette question ne va pas dans ce sens-là. Donc je le regrette, j'en prends acte et j'espère qu'à l'avenir, les choses seront différentes. Malgré tout, bien sûr, je vous réponds. Donc la commune de Fuveau a bien pris connaissance du plan de relance proposé par le gouvernement en décembre 2020. La commune a reçu... Non, je finis, s'il te plaît, merci. Non, je finis, merci. Tu me répondras après. Non, mais tu n'es pas obligé de me couper quand je suis en train de parler. Oui. La commune a reçu le 14 janvier 2021 le courrier de la secrétaire générale en charge auprès de Monsieur le Préfet de la coordination interministérielle et à l'appui territorial qui précise les modalités du soutien à l'investissement des collectivités au travers des dotations d'IL et des ETR et les critères d'éligibilité des dossiers. Donc les dossiers de demande de subvention devront être déposés donc le 26 février 2021 et non le 31 décembre 2020 comme vous l'insinuez. Donc ils seront proposés au conseil municipal du 22 février. Si vous me permettez, il n'y avait aucune insinuation, effectivement. Nous, l'information, on l'a eu là en tout début d'année sur une lecture de documents. Voilà, donc on n'a pas eu cette information plus tôt. Je pense qu'à plusieurs reprises, on a poussé des informations à certains de vos élus lorsqu'on en a eu possession dans des délais corrects. Là, il s'avère qu'effectivement, cette information, on l'a eue en 2021. Donc on venait aux informations pour savoir si effectivement vous l'aviez eu plus tôt et si vous aviez pu répondre. Si effectivement le délai est porté jusqu'au 26 février, bien, tant mieux, on s'en réjouit parce que nous aussi on souhaite travailler dans l'intérêt des Fuvelins et c'était absolument pas une question piège, c'était une question d'information. Voilà, donc on ne voudrait pas que systématiquement nos questions nous soient retournées comme des reproches et comme une volonté de notre part de je ne pense pas que ce soit le cas, Christophe. C'est absolument pas notre intention en tous les cas. Ben j'aime autant. Donc soyez-en rassurés, ce n'est pas notre réponse. Et je suis tout et pour à fait le coup, rassurée, ça m'embête effectivement. que cette réponse, telle que vous l'avez apportée, soit apportée au conseil, au compte rendu du conseil municipal, parce que c'était absolument pas notre intention. Les questions orales ne sont pas au compte rendu, soyez rassurés. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.